Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Entretien. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec Norm Macmillan. Natif de Buckingham, Norman Macmillan a d'abord travaillé comme agent d'assurance vie avant de devenir copropriétaire de l'hôtel Windsor en 1972. De 1983 à 1989, il est conseiller municipal dans l'ex-ville de Buckingham et en mai 1989, il est élu comme député du comté de Papineau à l'Assemblée nationale. Norm Macmillan, on vous tire littéralement de votre retraite, de vos vacances. On le voit là, on voit que vous relaxez. On se rappelle qu'il y a en juillet 2012, vous annonciez que vous ne vous représentiez pas à la prochaine élection. Un an plus tard, est-ce que vous êtes toujours en paix avec cette décision-là? Ah, beaucoup. C'est assez difficile à expliquer, mais la minute que je l'ai annoncé, le 11 juillet, quand ça a été fini, et après, avec mes amis, on été se rencontrer, comme d'habitude, au pub Windsor, j'avais déjà oublié et vraiment, là, j'étais sorti. J'ai aucun regret. Je m'ennuie un peu parce que j'aimais être avec le monde, avec les gens. Je le fais quand même toujours assez dans d'autres activités. Mais c'était une décision qui a été prise, qui a été mûrie et prise. Et très satisfait, très content même de l'avoir pris. Quand on parle de Norm Macmillan, et vous tenez à la prononciation de votre nom, vous nous l'avez dit juste avant d'entrer en nom. Souvent, hein? C'est pas Macmillan, c'est Macmillan. Et c'est voilà. pas Norman, c'est Norm. Ouais. Mais quand on parle de Norm Macmillan, on parle d'une famille qui est solidement implantée ici dans Buckingham. Combien d'enfants vous étiez à la maison? Nous, on était trois, mon frère Ken, ma sœur Joanne, mon père Raymond, il y avait mon frère Lawrence, mon oncle Lawrence, ma tante Hélène et mon grand-père Harry qui travaillait, qui était un des... qui a commencé la compagnie Electric Reduction. Beaucoup de gens vont se rappeler de ça. Alors, la famille Macmillan, on n'est pas nombreux, mais on est présents. Vous avez étudié ici à l'école, à Buckingham. Vous avez étudié aussi à Cornwall. Quand vous avez, on va y revenir un peu parce que vous êtes expatrié quelques années. Oui, 2 ans. Question de jouer au hockey. Oui. Mais Buckingham, pour vous, c'est important. Ça fait vraiment partie de... Bien, pour moi, c'est encore Buckingham. Je veux dire, on fait partie de la grande ville de Gatineau qui va bien en passant. Je pense que Buckingham a profité de cette unification, si tu veux appeler ça comme ça. Je pense que Buckingham avait besoin de ça. Mais dans mon cœur, notre secteur, je dis tout le temps Buckingham, est très fier. Et c'était la même chose à Québec. Je disais tout le temps, je suis un gars de Buckingham, de la région de l'Outaouais, qui est une région extraordinaire. Mais Buckingham, pour moi, est toujours Buckingham. Et quand on parle de Buckingham, justement, ça a été votre premier emploi. Vous avez travaillé à la ville de Buckingham. Oui, ma première job, c'était à l'hôtel de ville de Buckingham au mois de mars 65. J'ai travaillé 4-5 mois avant même d'aller à Cornwall. C'est là, j'avais quitté l'emploi pour aller jouer au hockey à Buckingham. J'avais 18 ans et c'était ma première emploi que je travaillais au comptoir, pas au comptoir, mais en comptabilité avec Guy Carrière, Andy Milstead dans le temps, qui a commencé à peu près en même temps que moi, un ami qui est décédé. Alors, ça a été des bons souvenirs. Vous avez justement passé toute votre enfance sur les patinoires à jouer beaucoup au hockey. Oui. C'est important pour vous de vous défouler sur la patinoire? Bien, c'était pas un défoulement, c'était pour moi un développement à cet âge-là. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à jouer Pee-Wee. J'ai suivi toutes les classes, là, Bantam, Midget, junior à Cornwall. Et après ça, quand j'ai fini de jouer mon hockey junior, je suis devenu comme impliqué dans une école de hockey, instructeur, gérant d'une équipe, fondateur d'une équipe. Oui, les Mustangs, justement. Les Mustangs, j'avais aidé avec d'autres personnes. J'étais un des propriétaires. Le Midget 3A aussi. Le hockey, c'est une base pour moi parce que j'ai toujours dit, et je le répète souvent, c'est comme le Club Lion de Buckingham ou les Chevaliers de Colomb. Quand tu travailles en équipe, tu te fais des amis, c'est du plaisir. Et quand on fait quelque chose et on n'a pas de plaisir, on n'a pas d'affaires là. Alors moi, j'ai appris avec le hockey la discipline, du mieux que j'ai pu, et aussi, mais comment travailler en équipe, comment s'amuser, comment faire quelque chose pour le bien de tout le monde, si vous voulez. Quand vous vous êtes expatrié en 66, que vous êtes retrouvé à Cornwall, j'ai expatrié, en fait, c'est pas tellement loin, mais quand même, non, mais on doit quitter... Pour un jeune, c'était difficile. Oui, exactement. Comment ça s'est passé, en fait, ces 2 saisons? Ça a été très difficile. Les 2-3 premiers mois, ça a été très difficile. Vous connaissez le gala sportif. Ouais. C'est moi qui avais parti ça dans le Chevalier de Colomb, juste avant d'aller à Cap. Et quand on a fait le premier gala sportif, et le lendemain, je quittais pour Cornwall. Alors, j'ai tout laissé en arrière pour m'en aller jouer à Cornwall. Ça a été les 2-3 premiers mois, ça a été très difficile. Mais avec l'instructeur du temps, Jimmy Lorrain, directeur de l'équipe, Norm Baril, ont su m'entourer avec les gens là. Et ça a été une expérience très enrichissante. D'autant plus que vous n'étiez pas dans une équipe de
de bas de classement. C'est l'équipe qui Non, remportait Cornwall, je me rappelle cette année-là, je pense qu'on va perdu 4 ou 5 parties ma première année. C'était une équipe très bien organisée, qui avait une petite affiliation avec les Maple Leafs de Toronto. C'était organisé dans la chambre professionnellement. On avait notre propre autobus, un vieil autobus, mais quand même, on avait ça. Mais ça a été quand même, je vois encore, il y a eu une réunion à peu près une dizaine d'années passées, les gars étaient tous là, ça a été... Mais Cornwall, pour moi... et puis Cornwall, c'est très français. Hein? Oui, oui, tout à fait. C'est très français. Je vivais dans l'est de Cornwall, puis j'allais à l'école Saint-Laurent, qui s'appelait St. Lawrence College. Mais c'était bien drôle, Michel, parce que les cours se faisaient de la moitié français. Mais ça a été une année extraordinaire, 2 ans même à Cornwall qui était extraordinaire. Et quand on joue au niveau junior, j'imagine qu'on a l'impression ou le goût d'aller un petit peu plus loin, de faire la Ligue nationale. Est-ce que c'était votre but à vous? Oui, bien, comme tout le monde. Je veux dire, jusqu'à ma dernière année junior, je pensais peut-être d'avoir une chance d'aller, mais je m'ai vite aperçu que je n'avais pas le talent, vraiment. Je me rappelle, j'avais eu une petite opération à Cornwall, j'étais à l'hôpital, puis un des propriétaires, Ed Lumley, qui était en politique, qui était ministre de l'Industrie et Commerce au fédéral dans le temps de Jean Chrétien. Il était venu me voir à l'hôpital pour me dire « Norm, pense pas que tu vas avoir une carrière, mais nous, on sait que tu vas faire. Tu es un gars qui va être soit en affaires, soit en politique, soit là. » Il dit « Tu devrais commencer. » Et je l'avais apprécié. Après, je l'avais rencontré quand j'étais conseiller municipal pour essayer d'avoir des subventions, puis j'y avais rappelé de ça, puis il se rappelle de ça, puis j'étais conseiller à la Ville de Buckingham. Alors, il avait raison. Donc, vous partez de Cornwall, vous arrêtez de jouer au hockey, vous revenez ici et vous êtes agent d'assurance-vie dans un premier temps. Oui, avec la compagnie métropolitaine pendant 7 ou 8 mois. On en parlait tantôt. Tu as fait ça toi-même avec la compagnie métropolitaine, qui a été une base d'apprendre à travailler avec les gens, le public. J'étais là 7-8 mois. Et j'ai quitté un peu pour travailler. Avant la métropolitaine, j'ai travaillé pour la compagnie de finance Niagara Finance à Cornwall. Et je m'étais envenu ici, à Soul Finance, puis l'assurance après, avec Lawrence Treby pendant 3 ans, qui était un ami, qui est toujours mon ami personnel. Et finalement, en 1972, j'ai acheté l'Hôtel Windsor. Oui, justement, comment le saut s'est fait entre l'agent d'assurance et l'hôtelier, si on veut, là, qui achète... Comme beaucoup de gens se rappellent, j'ai joué de la musique. J'étais un drummer. Je jouais avec les Crusaders, les Four Ways, en tout cas, un paquet de gars qu'on connaît, Richard Beeler, les 2 frères Payette, Roger et Serge, Coco Charbonneau, Yves Chénier, Junior Charette qui est décédé. Et j'aimais ça. On jouait dans les hôtels. Dans ce temps-là, les carnavals, Salette, Val-des-Bois, Notre-Dame-du-Lot. Et je m'avais dit, peut-être que ce serait le fun un jour de pouvoir être propriétaire d'un hôtel. Et la chance est venue en 72, en septembre 72. Et je dois dire, grâce à l'aide de mon père, parce que moi, j'avais pas zéro. On venait de se marier, ça faisait 2 ans, 2 ans et demi. Mon père m'a aidé à pouvoir emprunter. On a acheté l'hôtel Windsor et j'ai été propriétaire jusqu'en 83, de 72 jusqu'en 2003, ouais. Excusez, de 72 à 2003. Mon frère Ken est devenu un partenaire, ensuite John Kane, et j'ai tout vendu en 2003. Donc, vous êtes déjà marié à ce moment-là. Oui. Et votre implication au niveau de l'hôtel comme tel, est-ce que vous passez beaucoup d'heures à l'hôtel? Ah, toujours. Je veux dire, j'ai même demeuré en haut les 2 premières années avant d'acheter une maison. L'implication à l'hôtel, c'était comme ma vie personnelle, c'était le sport. Ouais. C'était les équipes de hockey, les équipes de balle, l'équipe de baseball, hommes et femmes. J'avais mis beaucoup d'emphase là-dessus. Et on se rappelle, en 1975, quand l'aréna a brûlé, ça a été difficile. L'hôtel Windsor est devenu la lièvrerie, les chansonniers, les fameux chansonniers. Et à cause de ça, on a pu survécu de passer le sport. Mais c'est tout alentour du sport. Ma vie, c'est le sport. C'est le sport et un peu de la politique sûrement. Mais à cause de ça, j'ai été en politique. Le sport m'a donné, puis je me répète, m'a donné le vouloir de travailler en équipe, de s'amuser, de toujours avoir du plaisir, du plus qu'on peut, mais de s'amuser puis d'avancer. Et c'est peut-être difficile aujourd'hui, en 2013 ou 2014, de réaliser à quel point il y avait une vie culturelle et sportive intense ici dans le secteur Buckingham. Ah, absolument. Je veux dire, Buckingham, tu as tellement raison, Michel. Ça ne paraît pas, mais les gens de Buckingham, c'était unifié. Les Anglais, les Français. Dans notre temps, on disait les protestants, les catholiques. C'était tout mélangé. Le jour, on jouait au hockey un contre l'autre. Le soir, on jouait au hockey ensemble dans le junior. Il y avait des pièces de théâtre. Il y avait tout à Buckingham. On était choyés, la ville de Buckingham. On était gâtés même.
qu'est-ce qui vous a amené en 1981-82, je pense, à vous présenter comme conseiller municipal dans l'ex-ville de Buckingham? Ça, j'avais dit à l'âge de 14 ans à un ami qui s'appelait Odette Tremblay, la fille d'Ulysse Tremblay, qui était mère. À un moment donné, on se tenait un, j'avais dit un jour, je vais être député à Québec. C'est ça que je vais faire. Puis j'ai dit un jour, tu vas devenir mon attaché politique, puis on va s'en aller à Québec ensemble. Et je m'ai présenté en 83 comme conseiller municipal. En 83, j'avais quitté à un moment donné parce qu'à cause du fameux bowling, je suis revenu et j'ai quitté en 87-8 pour me présenter. En 88, avril 88, me présenter candidat libéral à la Convention. Et c'était mon but de faire la politique et en faire une carrière. Et qu'est-ce que vous gardez là, comme souvenir justement de ces 8 ans là, ici à Buckingham comme conseiller municipal? Reggie Scullion. Ah oui! J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Reggie. Reggie avait il était très différent, on se rappelle. Michel, je ne sais pas si tu as connu Reggie un peu en politique, tu sais, mais Reggie travaillait fort, il était là présent tous les jours, s'occupait de sa ville comme il s'occupait de ses propres affaires, il était un bon maire, travaillait en équipe, mais il y avait un but, il se l'attend. Mais j'ai bien aimé travailler avec ce gars-là. Ça m'a pris 5-6 mois avant. Mais encore une fois, on a appris à comment pouvoir travailler avec les gens, être présent avec les gens et être au service des gens. C'est à la ville que j'ai appris ça le plus. Je m'avais été présenté conseiller, j'avais fait le tour, puis les gens disaient souvent on appelle, des fois on n'a pas de rappel. Fait que moi, j'avais appris comme quand quelqu'un m'appelle, je retourne mes appels tout de suite. J'ai toujours fait ça jusqu'à la fin de ma carrière politique. Et qu'est-ce que j'ai appris le plus, c'est la première chose, c'est de servir les gens qui t'ont été élus. Donc, un petit peu responsable de ces gens-là. Parallèlement à tout ça, vous êtes déjà père de famille, vous avez déjà vos 2 enfants. Comment on concilie travail-famille quand on s'implique autant dans notre communauté que vous l'avez fait, M. McMillan? Ah, écoutez, je suis certain que si vous parliez à mes enfants, ils diraient qu'ils n'ont pas vu leur père. Ça, c'est bien clair, il ne faut pas s'en cacher. J'avais l'hôtel, j'étais conseiller municipal, je faisais les 2 choses en même temps. Mais quand j'étais à Québec, mes enfants avaient 14-15 ans. Alors, c'était différent. J'arrivais le jeudi, salut Dad, puis eux s'en allaient chacun sur leur bord. Mais on essaie toujours d'être le plus présent possible, mais je n'ai pas été présent avec mes enfants. Ça serait vraiment pas être honnête envers moi-même et envers mes enfants. Mais je leur ai donné beaucoup d'amour, je pense. Et encore aujourd'hui, on est souvent en chambre. Mon fils vit à côté de chez moi. Il y a 4 petits gars, les derniers des jumeaux. Alors, on est souvent ensemble, en étant sur le bord de mon petit lac aux demi-lunes. Et aujourd'hui, on passe plus de temps ensemble. Et quand Mark Assad a décidé de se lancer en politique fédérale, vous avez décidé de tenter votre chance. Oui. Alors, si vous permettez, on va en parler de l'autre côté de la pause. Oui, oui, avec plaisir. C'est des bons souvenirs. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands prennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Alors, on est de retour à Entretien et on continue notre discussion avec Norman McMillan. Norm McMillan, pardon. Norman, c'est correct. Voilà. Monsieur McMillan, donc on parlait du départ de Mark Assad comme député de Papineau qui a décidé de se présenter du côté du fédéral. Fameuse convention, vous décidez de vous présenter, mais vous n'êtes pas le seul et c'est une convention, une investiture qui reste mémorable, je pense, dans les annales du comté. Nous étions 4. Il y avait une Mme Suzanne Chartrand, il y avait Desmond Murphy et Henri Théoret. Henri Hébert. Et on avait vendu total, c'est pas au-delà de 6 000 cartes de membres, les
les 4 candidats à la Convention du 11 décembre 88. Et finalement, il y avait 3500, 3600 personnes de présents à la Convention. Et pour gagner, il fallait que tu ailles au premier tour 51 des votes. Moi, je l'ai manqué par 20 votes au premier tour. Alors, on était déçus. Mais il y a des gens qui sont ralliés à moi. J'ai gagné au deuxième tour contre M. Hébert par 20 votes. Et écoutez, ça a été le début d'une carrière de 23 ans à Québec, à partir du 29 mai 1989. Et on se rappelle, c'était une partielle. Oui, il y avait Hall, il y avait Papineau. Tout à fait. Et après, il y a eu l'élection générale 4 mois après, au mois de septembre. Et j'ai fait après ça 6 ou 7 élections totales à Québec. Donc, j'aimerais qu'on revienne au soir de la Convention, parce que avant la Convention, il y a eu du travail de terrain pour amener ces gens-là. Comment vous avez réussi à monter cette équipe-là? On avait une équipe extraordinaire. On avait une équipe dans chaque village du comté de Papineau. Dans le comté de Papineau, dans le temps, si ma mémoire m'est fidèle, il y avait 36 municipalités. Alors, on avait 1 ou 2 ou 3 personnes, Buckingham en avait un peu plus parce que c'était plus grand, qui vendaient des cartes. Puis c'était le secret. Plus que tu avais de cartes, plus tu avais de chance d'avoir plus de monde à la Convention. Il disait, j'avais vendu, moi, si je ne me trompe pas, 2000 cartes. Alors, ça voulait dire que j'avais de 1000 à 1100 personnes qui seraient présentes. Et c'est ça qui est arrivé. Il y a eu de 1000 à 1100 personnes de mes membres qui sont venus au premier tour, qui ont voté pour moi, 1200, je me rappelle. Et c'était le secret. Et dans les résultats, deuxième, troisième, quatrième, M. Hébert avait vendu le deuxième qui avait vendu plus de cartes. Monsieur Desmond Murphy, troisième, et la madame, quatrième. Puis c'est les résultats, c'est ça qui est arrivé. Alors, ça a été un effort d'équipe, vraiment, là. Ça a été vraiment un effort d'équipe. Le candidat lui-même ne peut pas faire ça tout seul, mais ça a duré 6 ou 7 mois. Et j'avais une équipe extraordinaire, des amis, puis je les vois encore, on se rend compte, on parle encore de cette fameuse convention-là, qui a été un succès, puis qu'à Québec, on parlait, parce que 3500 personnes dans un comté, dans le temps, complètement semi-rural. Grandville était Buckingham, maintenant Papineau, il y a une partie de Gatineau jusqu'à La Brosse qui est dans le comté, mais ça a été une expérience extraordinaire, extraordinaire. Et on sait qu'à ce moment-là, c'est encore le cas aujourd'hui, quiconque porte les couleurs libérales a, mettons, plus de chances de passer. On disait toutes sortes de choses, oui. Oui, voilà. Vous êtes habillé en rouge aujourd'hui. Oui, effectivement, avec l'effigie de la ville de Thurso. Voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que votre première élection, oui, vous l'avez remportée, la partielle, mais par à peine 694 voix. Oui, voilà. Est-ce que vous aviez été surpris et déçu du résultat? Non, pas du tout, parce qu'il y avait un candidat extraordinaire qui était un bon, qui m'arrangeait bien avec, Paul-André David. Et on se rappelle qu'on était la première élection, j'avais gagné par 1000 voix. La deuxième, la générale, par 6,94, on était seulement deux candidats. Mais la Petite Nation, Paul-André venait de la Petite Nation, moi, j'étais le gars de Buckingham. Au début de ma carrière, dans Papineau, ça a été difficile parce que les gars disaient, les résidents de la Petite Nation, t'es un gars de Buckingham, Alors, mais en tout cas, j'ai pu faire la preuve, puis à un moment donné, c'était plus le cas parce que plusieurs élections après les 2 premières, j'ai réussi à gagner dans une élection. Je m'abuse, c'était en 1994. Dans l'opposition, on a perdu le pouvoir, puis j'ai gagné dans toutes les municipalités. Ça a été une de mes plus belles victoires, ça. Justement, vous avez été des deux côtés, donc vous êtes retrouvé autant dans l'opposition... 9 ans dans l'opposition et 14 ans au pouvoir. La différence entre les deux, M. McMillan, comment vous réussissez à travailler pour les gens du comté tout en étant dans l'opposition? Bien, écoutez, moi, je pense que je n'ai pas vu tellement la différence parce que j'avais des bonnes relations avec les gens qui étaient au pouvoir, avec les gens du Parti québécois dans le temps. Il est important d'avoir des relations quand tu es à Québec, que tu sois dans l'opposition ou même au pouvoir, quand j'étais whip ou quand j'étais ministre. Les gens, quand ils voulaient me rencontrer, il y avait autant de chances. Ils me rencontraient aussi rapidement que soit que tu étais au pouvoir. Alors, je pense que ça a été un message que j'avais laissé à ces amis-là. Je me rappelle Jacques Brassard, qui était le ministre des Transports.
dans les années qu'on était l'opposition. Je ne sais pas si tu te rappelles, Michel, le chemin du quai pour aller au traversier, comment c'était impossible. Alors, c'est eux. J'ai été voir Jacques, j'ai fait visiter, puis il dit non, je vais te le donner. Puis, c'était de moyen. C'était plus difficile parce que tu n'avais pas une réponse aussi rapide, mais si tu savais jouer tes cartes, jouer tes relations avec ces gars-là, pas être trop difficile avec eux, mais à l'Assemblée nationale, c'était comme une game de hockey, là. Mais à l'extérieur, d'avoir des bonnes relations, les dossiers avançaient de la même manière. Vous avez été quand même assez près du chef du Parti libéral, qui a été premier ministre, M. Charest, pendant de nombreuses années, et vous avez et vous a nommé comme whip en chef, whip adjoint. J'aimerais qu'on code. C'est quoi un whip? C'est quoi la définition? J'ai été whip adjoint probablement... en tout cas, avant d'être nommé whip en chef, ou président du caucus en 2003, j'ai été whip adjoint de 89, à part un petit bout de 6 mois, 94, avec Daniel Johnson. Je ne l'avais pas appuyé à la convention. Alors, il ne m'a pas nommé whip adjoint. Alors, mais 6 mois après, il est venu me voir et dit, j'ai fait une erreur, je te nomme là, puis je dis ça en passant, puis c'est la vraie histoire. Alors, j'ai été whip 89 jusqu'en 98, plus que ça. De 89, à part de 6 mois, jusqu'en 2003, j'ai été whip adjoint, à part de 6 mois, tout le temps. Et en 83, quand on a pris le pouvoir avec M. Charest, il m'a nommé président du caucus. Tout le monde disait que j'étais pour être whip, mais on comprend, quand tu fais ton conseil de ministre, c'est un jeu de cartes. Les régions. Alors, pour whip, il a nommé un ami, Yvon Vallière, comme whip. Il était là 2 ans. Et 2 ans après, il l'a nommé ministre, puis il m'a nommé whip en chef au mois de février 2005. Après, j'ai terminé. J'ai été whip tout ce temps-là jusqu'à l'élection de 2008. Puis en 2008, il m'a nommé ministre délégué au transport. Ministre délégué au transport. On a eu presque envie de dire à ce moment-là, finalement... La 50. Oui, mais finalement, Norm MacMillan qui arrive au Conseil des ministres. J'étais au Conseil des ministres comme président du caucus en 2003. Mais les gens ne réalisaient pas ça. J'étais au Conseil des ministres tout le temps, 2003 jusqu'à 2012, quand je suis parti. Le rôle du whip, tu m'as posé la question. Michel, si on peut y revenir, j'avais oublié, je ne t'ai pas répondu. Le whip, c'est comme un coach de hockey. C'est de faire travailler en équipe, être le porte-parole de l'équipe vers le premier ministre ou le chef du parti. C'est le rassembleur, c'est le confesseur, c'est de faire travailler l'équipe au complet, travailler ensemble pour arriver au même but. Vous l'avez mentionné rapidement tantôt. On ne peut pas ne pas parler de votre carrière et parler de votre carrière politique et ne pas parler de la 50. Je peux imaginer que c'est la réalisation dont vous êtes le plus fier, M. MacMillan. La réalisation, je suis plus fier, c'en est une. La première, c'est le service aux gens. Puis ça, je ne veux pas sembler être... Mais c'était tellement important. Puis les gens qui ont travaillé avec moi, je leur disais, les gens is number one. C'est les gens qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont besoin de notre aide. On avait aussi comme motto, c'est oui ou c'est non. On rencontrait les gens, puis on disait, si on peut vous aider, on va le faire, puis on va vous dire. Si on ne peut pas vous aider, on va vous aussi vous le dire de la même manière, puis tout ça. Ça, je suis très fier de ça. Comment dire, les gens pouvaient me voir. Que je sois n'importe quoi, Norm MacMillan, tu pouvais le rencontrer, puis n'importe quel temps, tu faisais une demande, tu rencontres. Ça, je suis fier de ça. La 50, il n'y a pas de doute, parce que la 50, c'était un travail énorme, un travail continu, un travail de décision difficile à des moments donnés. Quand on parlait de 4 voix, tout le monde dit les 4 voix. Puis ils ont raison. Pensez pas que j'aurais pas aimé ça que la 50 devienne à 4 voix. Il y en a des bons bouts 4 voix. Mais en 2006, j'ai dit à Jean Charest, moi, je ne me présente plus. Si on n'a pas la 50, s'il n'y a pas une réalité, si on n'a pas de budget pour la 50, puis ça a eu lieu alentour de la table de conseil de ministres, je ne peux pas rentrer plus en détail parce qu'à un moment donné, j'ai dit ça. Alors, Jean m'a répondu au conseil des ministres, Norm, tu vas l'avoir, ta 50. Et on se rappelle, au mois de février 2006, au 2005, j'ai été nommé, on a annoncé à un caucus à Montebello, à la ville de Thurso, que la 50 était pour être finie et ça a été fait. Et je lève mon chapeau à Jean Charest parce qu'il m'a appuyé beaucoup avec ça. Voilà. Et il y a plusieurs personnes qui vont dire que ça peut tuer différentes municipalités le long de la 148. Mais je pense que les municipalités ont à s'ajuster, à s'adapter. Voilà, Michel. Tout le temps, moi, que j'ai parlé de la 50, à chaque fois que je rencontrais les maires et que je faisais régulièrement, je disais,
Préparez-vous, on va l'avoir la 50. Là, les gens, après, vont vous dire « Ah, la 50, ça nous nuit. » Mais je pense que les efforts sont faits. On me dit qu'à l'été, ça a bien été. Montebello, tu sais, j'ai pas vu, mais j'ai vu à Montebello, j'étais joué au golf là. Il y avait beaucoup de monde à Montebello, il y a eu beaucoup de choses. Je pense qu'au bout de la ligne, tout le monde va être gagnant. Est-ce qu'on peut se rappeler aussi de vos années comme politicien, M. McMillan? C'est votre franc-parler. Le moins qu'on peut se dire, c'est que Norm McMillan a toujours été Norm McMillan. Vous n'avez pas changé votre façon d'être parce que vous étiez devenu député, que vous aviez habité pendant un bout de temps à Québec, le temps que vous étiez député. Est-ce qu'il y a des paroles avec le recul que vous avez peut-être du regret d'avoir prononcé avec les années? Bien, oui. Mon langage coloré a probablement toujours été une bataille pas forte. C'était Norm. Tu sais, il disait tout le temps, Norm, c'est Norm. Ça n'a pas toujours été correct, mais on est fait comme on est fait. Je pense que je m'étais amélioré beaucoup les 23 ans que j'ai été à Québec. Il y a des fois que j'ai eu des lapsus. Est-ce que je le regrette? Oui, quand tu dis quelque chose à une personne, parce que c'est une personne humaine. Mais quand des fois tu dis des choses, parce que ça vient du cœur aussi. On se rappelle de certaines déclarations. André Boisclair, quand M. Boisclair est arrivé, même M. Charest qui vous a repris un petit peu là-dessus en disant un petit tape ses mains, oui. Est-ce que... Je vais vous conter une anecdote pour ça. Oui. 4 jours après, j'ai reçu un téléphone de Michel, la femme à M. Charest, pour dire « T'avais raison. » En farce, là. Mais c'est vrai que je vous compte là. Ben, écoutez, c'était moi. André Boisclair, c'est un bon monsieur, puis très intelligent, puis un monsieur que je m'arrangeais bien avec. Mais moi, j'ai dit à l'Assemblée nationale, dans mon langage à moi, il va se faire knocker la première ronde. Mais là, les journalistes ont ramassé ça, puis on a fait une tollée. Alors, M. Charest venait nous dire dans le caucus, 1 heure avant, faites attention. Alors, c'est vrai, je n'ai fait taper ses doigts, mais j'ai des caricatures qui sont formidables là-dessus. Vous disiez le 11 juillet 2012, donc il y a 1 an maintenant, que vous retourniez dans vos terres, vous preniez le temps, vous vouliez vous occuper de vos petits-enfants, retourner dans vos terres. Ça fait 1 an maintenant. Le même sentiment de plénitude, M. McMillan? Oui. Oui, absolument. Je vois les enfants plus souvent, les petits-enfants régulièrement. Mais là, je joue au golf 2-3 jours par semaine, je vais à la pêche. J'ai même un petit emploi là, je suis vice-président d'une compagnie de centre de retraite de Pontiac, mais c'est juste 4 heures ou 5 heures par semaine. C'est un peu un consultant, c'est juste... c'est un chum qui avait cette compagnie-là qui m'a demandé. Mais oui, puis la question de tous les mois, est-ce que vous ennuyez de la politique? Pas du tout. Pas du tout. Je suis ça. J'avais fait l'erreur les premiers mois, au mois de juillet, de ne pas écouter les nouvelles, de ne pas suivre ça. Puis ça, c'est une erreur, parce que tu viens que tu t'éloignes pour rien. On ne peut pas sortir le gars de la politique et complètement, voilà. j'imagine. Tu as absolument raison. Monsieur McMillan, merci infiniment. On va vous souhaiter une bonne fin de retraite. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe. Bonne fin de soirée sur nos ondes. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission Entretien.